Hey, what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un sujet que je n'ai plus fait depuis déjà un petit moment sur la conquête spatiale et plus précisément cette fois-ci avec l'Inde qui va avoir des conséquences à la fois sur le plan géostratégique et politique. Allez, c'est parti. Officialisé depuis 2018, bien que les études préliminaires datent de 2006, le programme indien de vol habité doit permettre de concrétiser une première mission avec équipage vers 2025. La patrie de Gandhi devrait ainsi devenir la 4e nation à maîtriser l'envoi d'êtres humains dans l'espace. Politiquement et stratégiquement, c'est aussi un moyen d'affirmer sa présence dans ce domaine face à son voisin chinois. Le 21 octobre 2023, un lanceur mono-étage L40 d'une masse totale de 44 tonnes s'est élevé au-dessus du pas de tir numéro 1 du centre spatial indien situé sur l'île de Sri Harikota. Le plan de vol ne prévoyait pas que la charge utile de 4520 kg rejoigne l'espace. Pour l'agence spatiale indienne ISRO, la mission TVD-1 a permis de valider le bon fonctionnement du système de secours du vaisseau habité Gaganyaan, le véhicule céleste en indien. Suivant une phase ascendante des plus classiques, exactement comme s'il était question de rejoindre l'orbite, un scénario d'interruption de vol a été lancé pour éjecter le vaisseau sur une trajectoire sécurisée. À T plus 62 secondes dans la chronologie, la capsule, qui n'était pas équipée de module de service, a donc été expulsée alors qu'elle se trouvait à 11,8 km d'altitude. 2 secondes plus tard, les grilles situées sur les bords de Gaganyaan se sont déployées afin de stabiliser le vaisseau pour la redescente vers la mer. La trajectoire de la capsule aura culminé jusqu'à 16,78 km d'altitude. Après 1 minute 37 secondes de vol, les systèmes pyrotechniques de la capsule ont déclenché les parachutes extracteurs qui ont stabilisé la capsule avant son amérissage dans les eaux du golfe du Bengale. Les 3 parachutes principaux se sont ensuite ouverts comme prévu à 2,7 km pour ralentir la vitesse de chute à 8,5 mètres secondes, soit 30 km/h. La capsule terminant sa course à une dizaine de kilomètres au large de son point de départ. Le temps de vol total de cette mission aura été de 9 minutes. Ce lancement nous rapproche un peu plus du premier vol humain du programme Gaganyaan. C'est rapidement enthousiasmé le Premier ministre Narendra Modi dans un tweet sur le réseau X. Comme pour lui répondre, le ministre indien des Sciences tempéra alors l'enthousiasme de son dirigeant. Après aujourd'hui, d'autres essais vont être encore menés, mais le plus important est que le système CES, le système de secours, permette un retour sécurisé pour l'équipage. Si le programme indien de vol habité avance, il reste encore des étapes à franchir avant que la capsule spatiale n'embarque ses premiers astronautes, ou Vyomanaut en astronaute indien. Au test du TVD-1 doit succéder le TVD-2 au premier trimestre 2024, indique une source interne à l'agence spatiale indienne. Il s'agira d'un vol d'essai atmosphérique destiné cette fois-ci à expérimenter les paramètres de vol de la capsule. En fonction des résultats obtenus, une nouvelle étape sera franchie avec la première mission orbitale Gaganyaan 1, mais sans personne à bord. L'ISRO prévoit de répéter les 2 premiers essais atmosphériques avec TVD-3 et TVD-4 et de les faire suivre d'un second vol orbital à vide, Gaganyaan 2. Ce qui, logiquement, doit repousser la date prévue pour le premier vol avec équipage, vraisemblablement à début 2025. Cette première mission humaine tant attendue devra transporter jusqu'à 3 astronautes pour un vol d'une durée de 3 jours en orbite à 400 km autour de la Terre. Il n'est pas exclu que l'autorité spatiale indienne continue de faire évoluer son scénario de mission afin de garantir une sécurité maximale à son premier équipage d'astronautes. Mais loin d'être une finalité, le premier vol habité indien de l'histoire pourrait n'être que le premier chapitre d'une politique spatiale qui s'annonce très ambitieuse. Le 17 octobre 2023, 4 jours avant l'essai TVD-1, une annonce du cabinet du Premier ministre a donné le ton sur les futures ambitions spatiales indiennes. Il y était annoncé que le Premier ministre souhaitait voir l'Inde se diriger vers de nouveaux et ambitieux objectifs, dont notamment la mise sur pied de Bharatiya Atriyan Station, ou la station spatiale indienne d'ici à 2035 et l'envoi d'un premier astronaute indien sur la Lune à l'horizon
2040. Afin de concrétiser ces objectifs très ambitieux, le département indien de l'espace doit élaborer une feuille de route développant cette future exploration lunaire. Politiquement parlant, le Premier ministre Modi surfe évidemment sur le succès de l'alunissage de la sonde Chandrayaan-3 en août 2023. Cette mission a également permis de réaliser une première puisque le vaisseau s'est posé au pôle sud lunaire, ce qui n'avait jusqu'à présent jamais été entrepris par les sondes soviétiques, américaines ni même chinoises. Mais l'envoi d'un être humain vers la Lune nécessite aussi un nouveau lanceur aux capacités supérieures à celles de l'actuel LVM-3. À ce jour, ses performances ne lui permettent de placer que 8 tonnes sur orbite basse et d'envoyer les 3,9 tonnes de la sonde Chandrayaan-3 vers la Lune. Celle-ci devrait connaître une succession sur laquelle je vais revenir un petit peu plus loin. Mais cette exploration indienne de la Lune semble aussi clairement s'inspirer de son modèle chinois. Après les orbiteurs Chandrayaan-1 2008-2009, puis Chandrayaan-2 en 2019 et l'alunissage réussi avec Chandrayaan-3 en 2023, la suite logique sera de redécoller de la Lune pour rapporter quelques morceaux de roches sélènes. Une mission réussie par la Chine avec la sonde Chang'e 5 du 23 novembre au 16 décembre 2020. La future mission Chandrayaan-4 devra donc être un retour d'échantillons lunaires. Actuellement en phase de définition, elle a été révélée le 17 novembre 2023 lors de la célébration du 62e anniversaire de l'Institution indienne de météorologie tropicale à Pune. Projetée au plus tôt en 2028, elle devrait requérir l'utilisation de 2 lanceurs LVM-3. Dans l'intervalle, l'Agence spatiale indienne devrait poursuivre l'exploration du pôle sud lunaire dans le cadre de la mission LUPEX d'ici en 2025 en collaboration avec l'agence spatiale japonaise JAXA. L'Inde fournirait l'alunisseur tandis que le Japon apporterait le lanceur et un rover lunaire de 350 kg dont la durée de vie doit être d'au moins 6 mois. Quant à la perspective d'un homme sur la Lune, elle ne peut s'envisager qu'à long terme. Mais à l'international, cela permet indiscutablement à l'Inde de se positionner comme l'autre acteur majeur du spatial face à la Chine, dans cette partie du monde avec un mode opératoire qui ressemble plus ou moins à celui de son voisin. Il s'agit d'acquérir la maîtrise de plusieurs techniques avant de passer à l'étape suivante. Mais l'envoi d'un homme vers la Lune passera d'abord par la réalisation d'un autre objectif intermédiaire ambitieux, celui des vols orbitaux de longue durée à bord d'un laboratoire pressurisé. Bien que cette étape soit envisagée depuis plusieurs années pour 2030, celle-ci est maintenant prévue par le pouvoir politique pour 2035. La future station spatiale indienne ne sera pas un complexe de la taille comme la Station spatiale internationale, ni même semblable à la Station spatiale chinoise CCS Tiangong 3. Depuis plusieurs années, des photos ont déjà fuité, montrant la maquette d'un petit laboratoire composé de 2 modules pressurisés et ce qui semble être un module logistique. Cette configuration, de l'ordre d'une vingtaine de tonnes, se rapprocherait de celle des stations Salyut soviétiques des années 70, mais elle permettrait à l'Inde de s'assurer, elle aussi, d'une présence permanente sur l'orbite basse de la Terre dans la seconde partie de la prochaine décennie. Si rien n'est impossible, de nombreuses étapes techniques restent à franchir, dont celle du rendez-vous et de l'amarrage orbital. L'Inde doit donc envisager d'installer un système de docking sur sa capsule dont la conception actuelle n'a plus inclus cette possibilité, du moins pas dans l'immédiat. Et il y a l'aspect financier, car les fonds nécessaires à la réalisation de la station n'ont pas encore été attribués. De son côté, le vaisseau habité s'est vu allouer pour son développement environ 1,2 milliard de dollars. À une plus longue échéance, la logique post-Gaganyaan de l'agence spatiale indienne se rapproche de celle établie pour l'ISS, avec des vols de longue durée et des équipages civils et féminisés. Et dans ce domaine, aussi pointu que le vol habité, l'agence spatiale indienne a fait appel à la collaboration internationale et notamment française. Domaine éminemment stratégique et technique, le vol habité est très largement scruté à la loupe par les ingénieurs de l'agence spatiale indienne. Lors de sa venue en Inde le 9 octobre dernier, Mathieu Swess, représentant français du CNES à Bangalore, déclarait « L'appel du pied fait à Thomas Pesquet était clair. Ils lui ont demandé de venir pour expliquer et partager son expérience avec des questions très techniques. La France est partie prenante du programme Gaganyaan puisqu'un groupe de travail commun, CNES et l'Agence spatiale indienne,
a été mis en place dès 2018, conforté par un accord signé entre les deux parties le 15 avril 2021. Ce fameux protocole prévoyait notamment que les équipes de contrôle au sol soient formées en France. Idem pour les médecins de l'agence spatiale indienne qui sont venus se former à la gestion du retour de mission. Un contingent indien d'une dizaine de personnes est ainsi venu au CADMOS, le centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales, qui ont accompli un stage de formation pendant une semaine en 2022, précise ainsi Sébastien Rouquette, chef de mission des vols paraboliques au CADMOS. Parallèlement, l'Inde ne néglige d'ailleurs pas non plus la possibilité de faire voler ses astronautes à bord de l'ISS. Le 23 juin 2023, l'Inde est même devenue le 27e pays à signer les accords Artemis. Une adhésion qui a tout de même suscité une certaine prudence de la part de la communauté spatiale indienne, bien que le traité ne soit pas contraignant. La communauté spatiale indienne a été prise par surprise lorsque l'Inde a signé les accords Artemis lors de la venue du Premier ministre Modi aux États-Unis en juin 2023. Cette déclaration est celle de Madame Modi, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'elle est directrice générale du port spatial de Sarabay, mais également cofondatrice de la start-up privée Earth to Orbit en 2009. Celle-ci souligne un manque de consultation avec les parties prenantes non gouvernementales de la filière spatiale indienne. Ainsi, d'aucuns craignent qu'avec la signature de ce traité, le programme spatial tombe sous la mainmise américaine. Du côté de l'agence spatiale indienne, on y voit plutôt une opportunité. En effet, l'actuel président de l'autorité spatiale indienne considérait que les accords Artemis comme un engagement politique qui a le potentiel de favoriser la collaboration et les affaires en matière de technologie spatiale haut de gamme entre les deux nations. Si la première mission habitée du programme Gaganyaan peut se concevoir avec l'actuel lanceur LVM-3, l'installation d'une structure orbitale indienne nécessitera cependant l'emploi d'un lanceur de nouvelle génération NGLV. Celui-ci est déjà une réalité, tout du moins sur le papier. Selon une information de timesofindia.com du 8 juin 2023, l'architecture de ce futur moyen d'accès à l'espace avait été finalisée. L'objectif est d'arriver à une fusée réutilisable pour les deux premiers étages, haute de 75 mètres, d'une masse de 600 à 700 tonnes et capable de placer jusqu'à 18 tonnes en orbite basse et 10 tonnes sur orbite de transfert géostationnaire GTO en version sacrifiable et 7,5 tonnes en version récupérable. Une déclinaison à 2 étages serait également envisagée pour les charges utiles légères. Au décollage, le premier étage, le SC400 du futur NGLV, développerait jusqu'à 800 tonnes de poussée grâce aux 4 moteurs SCE200 de son premier étage fonctionnant au Keralox, qui est un mélange d'oxygène et de kérosène liquide et qui serait réutilisable. La version LM400, LOX méthane, serait en revanche sacrifiable. Le développement du moteur SCE200 a été réalisé par l'agence spatiale indienne avec notamment l'aide de la firme ukrainienne Wusmash. L'utilisation de boosters réutilisables est également prévue. L'autre objectif avec le NGLV est bien évidemment de réduire les coûts. Selon les informations, s'il voit le jour, ce futur moyen d'accès à l'espace doit permettre de placer une charge utile en orbite basse pour $3000. Selon les informations disponibles, s'il voit le jour, ce futur moyen d'accès à l'espace doit permettre de placer une charge utile en LEO pour $3000 par kilo en version sacrifiable et $1900 par kilo en version réutilisable. La standardisation est visée afin de permettre une cadence élevée et donc une baisse des prix. L'usage du NGLV s'appliquerait aussi bien pour les charges utiles commerciales que pour les charges institutionnelles, mais il ne sera sans doute pas disponible avant 2030. C'est le plan. Cela peut prendre peut-être 5 à 10 ans étant donné que le développement de nouvelles fusées est un processus de longue haleine. Mais le grand avantage est que nous avons les installations nécessaires pour le développer aujourd'hui, déclarait ainsi l'actuel président de l'autorité spatiale indienne. Enfin, abordons le cas de la partie de la population, puisque je vois déjà venir dans les commentaires que l'Inde se concentre déjà sur ses objectifs spatials alors qu'elle a beaucoup à faire avec sa population. Il faut savoir que les étoiles sont également bien alignées dans la mesure où le programme indien de vol habité remporte l'adhésion et visiblement sans aucune réserve. Qu'elle soit de nature politique ou populaire,
aucun parti politique ne marque d'opposition à ce programme. Ce serait contre leur intérêt vu l'enthousiasme du peuple. Plus généralement, l'opportunité d'investir dans le spatial ne fait pas débat et n'a jamais été un sujet politique. La polémique selon laquelle le budget indien serait mieux investi ailleurs n'apparaît qu'à l'étranger. D'ailleurs, c'est très mal pris ici et vécu comme une forme d'ingérence condescendante, note ainsi Matthew West. Un climat aussi favorable que ne renieraient pas les agences spatiales américaines et européennes, ouvre ainsi un boulevard pour la réalisation des futures missions d'exploration indiennes. Alors que des cosmonautes chinois vont arpenter le sol lunaire selon toute vraisemblance d'ici à 2030 et au coude à coude avec la NASA et de l'ESA, leurs homologues indiens leur emboîteront-ils le pas d'ici à 2040-2045 ? L'exploration automatique et humaine de notre satellite au cours des 2 prochaines décennies s'annonce des plus palpitantes. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, ça sera un petit peu de l'ordinaire. Et si cette vidéo fonctionne et qu'elle vous a plu, comme je vous ai dit, j'en referai d'autres. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.